Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, messieurs, c'est un plaisir et honneur de vous avoir encore une fois à notre émission de télévision. Nous démarrons cette émission avec un grand monsieur, croyez-le, une tête d'affiche, un intellectuel africain, monsieur Aziz Fall, qui est avec nous à l'émission aujourd'hui. Et justement, je peux vous dire que je suis personnellement très content et très heureux. Aziz Fall va nous commenter rapido presto ce qu'on vit actuellement. Vous avez suivi comment? Vous suivez comme moi l'actualité internationale. De plus en plus, il est question de l'Ukraine. Certains ont parlé ici de la crainte d'une troisième guerre mondiale. J'étais l'un des premiers à même penser cela parce qu'on a bien regardé que cette carte mondiale comme telle était tellement bien tracée. Il y a eu plusieurs alliances comme telles de conclues bien avant cela. Mais en fait, on voudrait ici répondre à la question, la cause même. Pourquoi la Russie a-t-elle envahi l'Ukraine et que veut Poutine exactement? Monsieur Aziz Fall, merci, bonjour d'être là avec nous. Ben évidemment, c'est une question qui touche non seulement la géostratégie, et depuis que l'Union soviétique a disparu, l'Empire russe essaie de se recomposer. Il est grignoté dans sa portion ouest depuis l'écroulement du mur de Berlin, et à la fin du pacte de Varsovie, il était plus ou moins entendu que l'OTAN, en fait, soit se démanteler ou respecter cet espace. D'accord, je vous arrête là. Je vous arrête là. Déjà là, c'est bien parti, mais avant tout cela, M. Aziz Fall, le concept même de l'émission m'oblige, je n'ai pas le choix. Qui est Aziz Fall, exactement, avant d'aller plus loin? Ben, écoutez, un politologue panafricain, internationaliste, donc j'enseigne les relations internationales et je m'occupe un peu de ces enjeux-là, et aujourd'hui j'aimerais bien avoir un point de vue du Sud sur cette crise géopolitique. Justement, allez-y. Et donc, bon, soit on regarde ça dans l'historicité. De toute façon, dans tous les espaces stratégiques qu'il y a actuellement dans le monde, il y a une sorte d'unipolarité où on s'est un peu habitué à ce que les États-Unis aient un dispositif qui contrôle l'essentiel de la planète. Et depuis l'écroulement du mur de Berlin, deux puissances se sentent très menacées, à savoir la Chine et la Russie, et l'étau se resserre sur ces puissances-là. Ça vient du déclin à la fois des États-Unis et de l'OTAN lui-même. Et en même temps, l'OTAN a connu une longue embellie puisque tout le bloc de l'Est s'est recomposé en faveur de l'OTAN. Mais je vous arrête. Lorsque vous parlez du déclin des États-Unis, lorsque vous parlez du déclin de l'OTAN également, j'aimerais avoir un peu plus de détails. Parce que pour moi, quand on parle ici des États-Unis, on peut parler de la puissance américaine à la fin, en fait après la Deuxième Guerre. Les États-Unis devenaient, si vous voulez, la puissance hégémonique. Mais de l'autre côté, il y avait quand même l'URSS qui était là. Et que je vous rappelle qu'il avait gagné du côté de l'Est cette Deuxième Guerre aussi. Et donc depuis ce temps-là déjà, on peut parler d'ici qu'il existait quand même une certaine bipolarité, deux puissances hégémoniques militairement dans le monde, en plus de dire la Chine qui, elle, s'éveillait tranquillement. En réalité, cette bipolarité, elle a commencé en 1917, lorsque les Soviets sortent de la Première Guerre mondiale, et ils laissent cet espace tampon, en fait, dans la zone de l'Ukraine d'aujourd'hui. C'est le traité de Brest-Litovsk. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une seconde agression. En réalité, ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale, c'est en fait cette agression européenne et beaucoup de mercenaires contre l'Union soviétique. Ensuite viennent ces crises de 1936 et l'arrivée des ultranationalistes en Allemagne. Et là, on a en fait une répétition de l'ère des Tatars, des Charlemagne, de Hitler, qui ont toujours voulu posséder la Russie. Et donc, Hitler commet la grave erreur, malgré le pacte de non-agression Ribbentrop-Molotov, d'attaquer l'Union soviétique. Et c'est ainsi que l'Union soviétique gagne la Deuxième Guerre mondiale et que le monde bipolaire dont vous parlez advient. Mais il est en même temps concomitant avec les décolonisations, puisque l'essentiel de l'espace des trois quarts de la planète sont sous colonisation. Donc, ces gens-là choisissent plus ou moins un camp, c'est ce qu'on a appelé le non-alignement, une tentative désespérée de ne pas appartenir à un camp ou à l'autre. Ce camp finit par imploser en 1989, et lorsqu'il implose, on a une avancée de plus en plus dans l'espace russe, et les Russes eux-mêmes sont demandeurs. Les Russes veulent le capitalisme, les oligarques et les bourgeoisies nationales russes veulent le capitalisme. C'est en fait les Occidentaux qui les tiennent à distance respectable, y compris l'Ukraine elle-même. Et l'Ukraine fait des pieds et des mains pour devenir membre de l'OTAN, mais en voulant faire ses ailes, elle écarte l'espace russe, et là, une grande humiliation, puisque les républiques russes et les portions qui avaient été accordées par les soviets aux Ukrainiens sont reprises par les Russes récemment. Et c'est ces tensions-là qui sont allées en s'aggravant. Pendant les 8 dernières années, il y a eu des exactions extrêmement dures sur les minorités russes.
Et c'est cette sorte de revanche et cette leçon à l'impertinence de Zelensky que Poutine adresse. Mais en fait, c'est des rivalités entre des bourgeoisies populistes européennes qui sont aujourd'hui en crise. Ce n'est pas seulement la Russie. Vous avez une vague populiste dans toute l'Europe de type droite, extrême droite, qui vient de la faiblesse des gauches mondiales en réalité. Et ça, c'est pour lier à la question précédente, c'est en fait l'épuisement du capitalisme qui produit cela et l'apparition de d'autres forces rivales géopolitiques et économiques, notamment la Chine, l'Inde et la Russie, qui viennent contester l'équilibre économique mondial. Il y a un point de basculement, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais ce basculement a déjà eu lieu. Et c'est ça qui est aujourd'hui en rivalité. Et on utilise l'Ukraine en fait comme, si vous voulez, un coup de boutoir, comme un bélier pour défoncer la ligne stratégique soviétique, russe plutôt. Et justement, c'est ça que Poutine ne veut pas. Et dans sa riposte, qui est probablement très exagérée, il essaye de repousser l'espace stratégique pour rendre cette zone neutre, un peu comme l'Autriche. Et effectivement, c'était l'engagement qu'avaient pris pourtant les pays de l'OTAN. C'est comme si on dirait le Mexique ou Cuba avoir des missiles qui menaceraient les États-Unis ou au Canada. Jamais les Américains n'accepteraient. Et c'est ça exactement que les Russes n'acceptent pas. Lorsque nous suivons l'actualité, lorsqu'on suit les médias occidentaux, puisque nous sommes en Occident, nous avons cette impression que Poutine est diabolisé. Nous avons cette impression, puisqu'on voit des enfants qui se font tuer dans les hôpitaux, tout ça. La guerre, c'est sale. La guerre, c'est carrément en fait dégoûtant. On voit ici la Russie comme pointée du doigt comme étant le méchant pays qui en fait cherche à en fait conduire vers une troisième guerre. Pourtant, quand on entend M. Poutine, il parle ici de rééquilibrage. Il parle ici du fait que depuis même l'époque de M. Bush, à l'époque même, comment dirais-je, de la perestroïka comme telle, eh bien, la plupart de ces petits pays-là, les Américains s'en sont faits comme des petits gâteaux. Hein. Ils ont intégré, si vous voulez, disons, l'OTAN. Bref, ils étaient sous la protection des États-Unis, disons comme tel. Et on constate que Poutine, qui se dit non, là, il y en a marre, il y a aussi dans l'Ukraine, il y en a marre, enfin, comme prétexte comme tel. Est-ce que selon vous, c'est bien ce qu'on a compris ou bien il se passe autre chose réellement? Puisque vous parlez ici de carrément guerre entre les fameuses bourgeoisies occidentales européennes. Alors, c'est clair qu'il est beaucoup plus facile de démoniser l'adversaire ou en faire un tyran fou, sanguinaire. On peut le mettre en position hitlérienne, si vous voulez. C'est ce qui se fait assez classiquement. Mais je crois qu'il s'agit d'un directeur assez pragmatique au niveau de son caractère militaire. C'est quelqu'un qui a fait ses premières armes en Afrique, hein, dans la formation, dans la lutte contre l'apartheid, pour former Poutine? en Tanzanie. Oui, Poutine? absolument. Il a fait là, et c'est pour ça que c'est regarder les points de vue du Sud, hein, sont très différents des appréciations et l'hystérie collective qui cherche à dépeindre les leaders comme des mégalomanes fous. Il s'agit de gens qui ont en cœur, de façon très nationaliste, les préoccupations de leur pays. Ce n'est pas du tout un socialiste, hein, donc je n'ai pas d'ailleurs aucune sympathie pour lui, mais comme je vous explique, il s'agit de leaders qui ont très bien compris qu'il faut refuser l'unipolarité mondiale et aller vers un système soit multipolaire, ou en tout cas plus équilibré, où on respecterait leur position. Et actuellement, la grande crainte de l'Occident, c'est le protocole de Shanghai. C'est en fait ce bloc qui se dessine et qui soutient d'une certaine façon, malgré que ça peut paraître déséquilibré, l'Inde et la Chine sont alliés de la Russie. Et là, vous avez un point de bascule économique et géopolitique qui, évidemment, pèse beaucoup plus dans la balance que l'ancienne guerre froide. Et donc, c'est aujourd'hui contre ce système de glacis que l'Occident s'énerve. Il faut raison garder et regarder effectivement que cette mondialisation prédatrice d'un capitalisme sénile arrive à son bout. Il faut réinventer un autre système et ce rééquilibrage, il doit être souhaité en Occident même. Je crois que c'est la construction européenne, c'est la place que l'Allemagne doit avoir, c'est le retrait des forces américaines en Allemagne, c'est une position américaine moins belliciste, c'est le rôle de la City de Londres, la financiarisation de l'économie, c'est tous ces enjeux-là qui sont au cœur de cette situation. Et comme nous sommes en récession, eh bien, les boucs émissaires sont ressortis, les immigrants, le populisme, l'extrême droite revient à grande force. Tout ça sont en fait des signes de pourrissement d'un système. Et donc oui, on a besoin d'un rééquilibrage, pas nécessairement celui que lui demande, mais en tout cas, les 3/4 des pays du monde, les pays du Sud global, nous voulons un rééquilibrage de l'ordre mondial en dehors des systèmes bellicistes de la guerre, en dehors d'un système qui écologiquement n'est plus viable, qui est le mode dominant actuellement d'exploitation.
Et donc, derrière ça, vous avez cette crise, et cette crise n'est qu'un des nombreux épanchements de ce mode de production qui, hélas, est extrêmement prédateur. Et c'est dommage que les populations payent le plus grand prix de cela. Dites-moi, et l'Afrique? Alors, on a cité seulement 2 pays. On a cité la Centrafrique, on a cité le Mali. On a oublié de parler du fait qu'il y a eu des guerres sur le continent. Il y a eu en fait, disparitions des hommes tels que Samora Machel. Il y a eu l'Angola aussi. Il y a eu la Guinée-Bissau. Bref, il y a eu plusieurs, comment dirais-je, guerres où on a cru constater une tentative de la pénétration russe, du moins dans ces pays-là. Aujourd'hui, on cite 2 pays comme tels. Quel est votre commentaire par rapport à cette situation, du fait qu'on a entendu des commentaires qui sont partisans quelque part de la Russie? Alors, comme je vous dis, pendant les mouvements de libération nationaux, le groupe de Casablanca et tous les pays qui ont essayé d'arracher leur indépendance n'avaient comme allié objectif que pratiquement la Russie, dans une moindre mesure la Chine. Donc la Russie n'a jamais colonisé un pays africain, elle a été du côté des forces de libération, que ce soit l'ANC, que ce soit en Algérie, etc. Dans la bataille de Cuito-Cuanavale, c'est les Russes, effectivement, qui prêtent des avions aux Cubains pour battre les forces sud-africaines et américaines. Donc, quelque part, il y a un sentiment pour beaucoup de pays, surtout ceux qui ont été au Mali, en Guinée, au Bénin dans l'époque de Kérékou, il y a effectivement des gens qui ont été formés dans le bloc soviétique. Ce qui arrive récemment en République centrafricaine, c'est lorsque Bozizé choisit, après l'invasion du Congo, que les Sud-Africains viennent assister à la République centrafricaine pour remplacer les Français. Et les Français ont refusé cela, l'ont destitué. Actuellement, Touareg est revenu à demander cette fois-ci non pas à l'État russe, mais à des mercenaires russes du groupe Wagner de chasser à l'intérieur des rivalités politiques internes. Alors ça, c'est certainement un problème, mais dans la situation la plus préoccupante, c'est évidemment celle du Mali. Après le casse par la France de la Libye, on a eu l'implosion, la ressurgence du projet qu'on appelle l'Azawad, et là, vous avez une prolifération de groupes dissidents politiques, mais aussi de groupes djihadistes, et la France est intervenue avec l'opération Serval, plutôt avec l'opération Barkhane. Donc, une fois, elle a été accueillie par les Maliens, et de l'autre fois, elle est maintenant rejetée par les Maliens, qui considèrent que ça n'a fait qu'entretenir le problème avec le syndrome pompier-pyromane, tel que je le montre dans mon film Africom Go Home, base étrangère hors d'Afrique. Et là-dedans, on pronostiquait cette situation. Et donc aujourd'hui, on a un régime putschiste qui a pris le pouvoir au Mali et qui est prêt à tendre la main aux forces russes pour bouter dehors les djihadistes, donc même tendre la main au diable s'il le faut. La question, c'est est-ce qu'il y a une étanchéité entre la Russie et le groupe Wagner, ou est-ce qu'en fait, comme certains le disent, Poutine, Prigogine, tous ces gens sont proches de Poutine et forment en fait un seul intérêt. Toujours est-il que la France-Afrique est en train de mourir. Ce 6 avril, nous allons avoir le verdict dans l'affaire Thomas Sankara après 25 ans d'efforts, et Blaise Compaoré, qui est une des pièces maîtresses de ce dispositif géopolitique qui était avec l'Africom et la France, réfugié en Côte d'Ivoire. Tout ce système-là est en pleine phase de désagrégation, et la France doit réviser sa politique France-Afrique. Et aujourd'hui, la Russie apparaît effectivement comme un alter ego sur ces terrains depuis l'implosion de la Libye. Donc, je crois qu'il faut raison garder et voir que pour l'Afrique, en tout cas, tous ces gens qui s'activent sont plus intéressés à leurs ressources, et c'est à l'Afrique d'être souveraine, d'aller vers une démarche très concertée à l'Union africaine pour trouver de vrais partenariats et revoir sa politique étrangère et ses partenaires extérieurs. Pour l'instant, nous sommes sous tutelle de l'OTAN et principalement de l'Africom pour à peu près 40% des 50 pays africains. Monsieur Aziz Fall, c'est pas facile. J'ai envie de vous demander, dites-moi, dans tout ce méli-mélo-là, comment voyez-vous l'échiquier politique? C'est une vaste question. Comment voyez-vous l'échiquier politique mondial post-guerre froide, aujourd'hui, en 2022, après cette crise de coronavirus? J'imagine que c'est l'objet d'une autre émission, mais la pandémie a montré quand même la faiblesse du système, a montré que l'État est quelque chose d'important, qu'on a besoin des subsides publics pour véritablement sauver les économies, sauver pas seulement les entreprises, et donc les filets sociaux. Donc il est très important d'élargir la marge de l'État. Il faut redécouvrir le politique. Le politique n'est pas mort malgré les gouvernances managériales, malgré les délires des entreprises. En réalité, le politique est important, mais pas du politique
dans une acception populiste, c'est-à-dire qui ne sait pas discerner la gauche de la droite, de comprendre que le mode de production en vigueur sous le modèle du développement n'est pas neutre, il est prédateur. Et donc, oui, l'échiquier mondial est en train de se recomposer. Les jeunesses comprennent que la question écologique est au centre, la question de la condition féminine. Donc, il faut une redécouverte du politique, il faut un engagement citoyen pour sauver les biens communs qui sont actuellement privatisés et évidemment s'éloigner de l'esprit belliciste des guerres, qui est la seule réponse que le capitalisme donne lorsqu'il est en crise, c'est de créer des guerres, parce que c'est lui qui en bénéficie, reconstitue l'échiquier mondial, reconstruit à ses frais et aux frais des contribuables. Donc il faut s'éloigner de ces délires bellicistes et qu'il y ait des implications citoyennes. Et pour nous, du Sud global, c'est l'importance d'un front tricontinental pour soutenir les forces progressistes qui vont dans ce sens. Monsieur Aziz Fall, je dois vous dire un grand merci. Merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps. Merci infiniment et très bonne journée. Voilà. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Et voilà, madame, monsieur, c'était donc monsieur Aziz Fall, un grand politologue qui vit ici même à Montréal et qui enseigne auprès des différentes universités. Voilà, alors restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien chez vous. Vous savez, on sent de plus en plus là, ce soleil qui nous apparaît tranquillement. On ne parle que de la température. On le voit là, on le voit et on sent aussi l'été qui nous arrive.